Alors, et on peut passer à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la pratique de l'anesthésie en site isolé. Qu'est-ce qu'un en site ou en situation isolée? Qu'est-ce qu'une situation isolée? On peut peut-être... pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait, l'isolement, on peut le trouver de différentes façons. Ça peut être la nuit de garde ou d'astreinte, ça peut être dans une petite structure, ça peut être le week-end, ça peut être dans un site hors bloc opératoire. Et c'est un peu l'exemple et la question qu'on a posée à Richard Colavita, qui est anesthésiste aux États-Unis. Car aux États-Unis, ils ont toute une partie de l'anesthésie qui est faite sur un système qui s'appelle NORA, Non-Operating Room Anesthesia, qui correspond aux anesthésies hors bloc, c'est-à-dire hors des plateaux techniques. Alors, on va regarder la vidéo du docteur Richard Colavita, et puis on répondra à vos questions ensuite. Good evening and bonjour. I'm Richard Colavita, an anesthesiologist from the States, and I was asked to provide a short presentation on non-operating room anesthesia, also known as NORA. There's an increased demand for our services to be provided outside the operating room in areas such as invasive radiology, MRI, endoscopy, radiation oncology, and the like. This is often driven by new technologies to provide minimally invasive procedures on our older and sicker patient population. These patients are often considered to be too sick for the operating room. The Anesthesia Closed Claims Project from 2000 and 2012 showed an increase in frequency and increase in payout on claims related to out-of-operating room anesthesia. This was most often due to substandard care. So in order to minimize that risk, it's important that we provide the same level of care outside the operating room as we do inside the operating room. This starts first with staffing. We need to have staff that's adequately trained to assist the anesthesiologist both with induction of anesthesia, managing a difficult airway, or dealing with an emergency that often occurs in these sicker patients. Second, it's important that we have appropriate equipment. Do we have the anesthesia machine, emergency carts, MH carts, and the like? The anesthesia equipment must have at a minimum the same level of standard that we have in the operating room for monitoring, as well as have availability for invasive monitoring for the sicker patients that may need it. We have significant challenges in some areas, such as the MRI suite, where the equipment needs to be compatible with the large magnets, or in our radiation oncology areas, where the anesthesia provider cannot be in the same room with the patient, and consequently you need to have access to both remote video and auditory monitoring, especially in our patients that are under sedation, so that you can both communicate with them and monitor them. Lastly, we need to make sure that we have adequate recovery areas for the patients. If these areas that are remote from the operating room don't have adequate post-anesthesia care areas, you have to transport the patient to an appropriate area where you have staffing that knows how to recover a patient after sedation or general anesthesia. Lastly, we have the issue of our pediatric patient population. There's increasing frequency of calls for anesthesia to provide both sedation and general anesthesia services for children undergoing both diagnostic and therapeutic treatments in both the operating room, outside the operating room, and also in our radiation oncology areas. So again, we need adequate staffing, adequate equipment, and providers that know how to deal with children and emergencies in pediatric care. So in summary, it's important that we're going to minimize the risk of providing anesthesia services outside the operating room. We have to ensure there are appropriate staff, appropriate equipment, and we provide the same standards of care outside the operating room as we do inside the operating room. All right, thank you, and have a very nice evening. Alors, vous avez entendu comme moi les commentaires du docteur Colavita qui correspondent à une situation qui n'est pas tout à fait celle de notre cas clinique, même si c'est intéressant pour nous. Est-ce que nous avons des questions, Patrick? Oui, alors, il y a une question qui parle de la difficulté pour faire accepter un patient dans un service de CHU, arriver à contacter le chirurgien qui va le prendre en charge, contacter le service de réa qui va recevoir le patient, contacter le SAMU qui va faire le transfert. Enfin, on voit bien là avec cette question, la difficulté du praticien isolé qui cherche à muter un patient, quoi.
Pierre, tu peux nous répondre? Oui, effectivement, et je pense que cette discussion je pense qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a les receveurs, donc je travaille en CHU, je sais, je comprends bien la question. Est-ce qu'on reçoit correctement? Est-ce qu'on comprend correctement les problématiques? Et je pense que cette éducation-là, on doit la faire aussi au niveau du CHU. Je comprends bien, c'est très difficile. Mais néanmoins, je pense qu'on peut aussi se préparer. On revient à la discussion d'avant. Se préparer, c'est si on doit être isolé d'une certaine façon, il faut probablement, dans la structure, passer des conventions, appeler la réanimation d'un côté en disant voilà, je suis chirurgien, je suis anesthésiste, je travaille en telle structure, on a telle population, est-ce qu'on peut vous appeler s'il y a des soucis, comment est-ce qu'on fait pour vous transférer un patient, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et à cette discussion-là, à cette demande de discussion-là, clairement, ces personnes-là doivent être bien reçues dans les CHU. Et je pense qu'il y a aussi un problème de communication au niveau des centres de référence sur ce plan-là. Moi, je suis complètement d'accord avec cette question qui est importante, qu'il va falloir résoudre, et on va travailler là-dessus probablement à la SFAR pour faciliter ces échanges, parce qu'on voit bien qu'il y a des freins et que ça nuit aux patients, comme on l'a dit. Pour rebondir sur ce que disait Richard Colavita, quand on dit que c'est pas tout à fait la même chose que le cas clinique, quand on est en clinique, nous on voit en expertise, puisque on a essentiellement des praticiens qui travaillent en clinique, ils sont isolés à partir du moment où on est vendredi soir, et donc il y a une situation d'isolement qui est réelle. Nous, en CHU, par exemple, on fait de la radiologie interventionnelle qui est délocalisée, qui est en dehors du bloc opératoire. Eh bien, si vous avez affaire à un choc anaphylactique, et pourtant en CHU, on travaille avec une infirmière anesthésiste, eh bien, il va manquer de bras, parce que quand il y a une catastrophe qui va se produire, on a besoin d'avoir des bras, on a besoin d'avoir des gens qui vont s'occuper d'un certain nombre de choses. Les aides cognitives, il va falloir que quelqu'un les lise pour être certain qu'on n'a pas oublié quelque chose dans la prise en charge du patient. C'est ça, être isolé. Et ça concerne tout le monde. Et donc, ça se décline de différentes façons, et y compris ce qu'il y a dans le cas clinique. Oui, pour aller dans ton sens, en fait, on a choisi cette question-là parce que, et ça concerne vraiment les anesthésistes, on est de plus en plus sollicités pour aller faire des anesthésies dans ce qu'on appelle des petites anesthésies. Pour rappel, la sédation, c'est probablement l'anesthésie qui est la plus risquée. En ce qui me concerne, je préfère une bonne anesthésie générale sous CEC plutôt qu'une petite sédation dans un endroit isolé. Que ces demandes, y compris au niveau de l'ASFAR, concernent les dentistes, concernent toutes les spécialités, en particulier médicales, qui veulent faire des gestes invasifs plutôt dans leur milieu que dans une plateforme où il y a du monde, où on peut avoir de l'aide et on peut prendre en charge les patients correctement. On va arrêter là les questions parce que le temps commence à nous presser.